Bonjour René. Bonjour Nadège. Je suis heureuse de te retrouver ce matin pour une nouvelle discussion sur la science du nommer. Eh bien, avec plaisir. Donc, il y a toujours énormément de choses à dire et à parcourir. Ça reste une Bible, voilà, le Berthe Quantique, je vous le conseille. Alors, j'aimerais ce matin que l'on aborde en fait un petit peu la chronologie des expériences que tu as pu avoir depuis toutes ces longues années à bâtir et à expérimenter la science du nommer, qui aujourd'hui couvre effectivement tous les aspects du vivant. On va le voir effectivement par cet enchaînement d'événements fortuits, hasardeux ou voulus, allons savoir. Donc par où tu as commencé, en plus de façon assez... c'était pas banal, de commencer par la chirurgie en Équateur. Alors, je te laisse enchaîner. Oui, bon, si on chante maintenant ce dont on a déjà parlé, c'est l'évolution par rapport au son, par rapport à l'aspect quantique aussi. C'est toute une phase, je dirais, de recherche conceptuelle, qui est un peu franchement un peu tombé du ciel, parce que avec le recul, je me dis mais c'est quand même. Et on a l'impression d'avoir eu tellement de chance que sinon on aurait dû être de nombreuses personnes à travailler continuellement pour faire cette agglomération de connaissances, quoi. Mais bon, la chance aidant, eh bien, on arrive à avoir des résultats. Alors, ça a commencé un petit peu par hasard, comme toujours. J'avais pas vraiment l'intention de toucher ni à la chirurgie, ni aux thérapies, ni à quoi que ce soit. Je savais pas. Au départ, tout ça était destiné au monde je dirais de l'ingénierie sonore, de faire un meilleur son pour avoir de meilleures musiques, etc. Et c'est rigolo parce que avec le recul du temps maintenant, en fait, ce désir a été porté à la fin. Et je pense qu'on va aborder ce thème-là plus tard. Et c'est rigolo parce que les choses arrivent toutes seules. Et ce désir au départ de favoriser la qualité dans l'industrie musicale, disons, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien, ça a été relégué au dernier plan sans le savoir. Voilà, c'était pas vraiment volontaire, mais l'occasion a été donnée de faire d'abord des rencontres, disons, un petit peu de manière par des connaissances. J'avais été invité à faire des conférences, enfin d'abord une conférence en Colombie que je connaissais pas du tout. Et donc j'ai été surpris de voir un nombre de gens assez important qui étaient venus à cette conférence et puis à un cours qui a été donné tout de suite après, dès le lendemain. Et donc dans ce cours, j'ai vu que les personnes, moi-même habitant à ce moment-là en Europe, je m'étais rendu compte que le style des gens et tout ça, on avait des gens qui étaient très professionnels dans le domaine de la médecine, puisque ce sont des médecins que j'ai rencontrés au départ. On dirait ici des thérapeutes, mais là-bas ce sont ou pratiquement toujours des médecins, qui peuvent être également, qui ont embrassé également l'utilisation de thérapies alternatives, comme on dit, mais c'est beaucoup plus inclus dans la médecine normale, classique. Et donc, après cette conférence, j'ai eu l'occasion d'avoir un élève, disons, qui faisait partie d'une entité, je dirais, dans le domaine de la pharmacie, et qui m'a fait rencontrer en Équateur une faculté de médecine dans une grande université, dans la plus grande université de ce pays, dans la capitale. Et puis, nous avons fait, après avoir rencontré les responsables du recteur, les doyens des différentes facultés, puis surtout celui de la faculté de médecine, ils m'ont dit, voilà, on aimerait peut-être voir si on pourrait, vu votre technologie qui est vraiment extrêmement novatrice, et ils disaient même disruptive, je lui ai dit oui, mais j'ai jamais fait de travaux dans le domaine de la chirurgie, j'ai jamais fait de travaux dans le domaine de la médecine spécifiquement, mais eux aimeraient essayer.
Donc, on a appliqué toujours ce principe de science du nommé, c'est-à-dire de faire le calcul des noms et des prénoms d'un patient donné. Et là, il s'agissait au départ de faire un travail sur une hypothèse d'école, toujours sur la paralysie cérébrale. Et donc, nous avons commencé à travailler avec des enfants, des jeunes enfants de 1 an et demi à 4 ans. Pourquoi ce secteur-là? Parce que dans cette ville, Quito, qui est située entre 2850 et 3000 mètres d'altitude, manque d'oxygène, donc problème d'hypoxie à la naissance, vous savez, manque d'oxygénation dans le corps, et donc ça pouvait déclencher 8 mois après une paralysie cérébrale. Donc il devait faire face à ce problème-là de manière assez constante. Donc, on a commencé à traiter les gens avec le son qui correspondait à leurs noms et prénoms. Et dès le premier cas, le premier enfant qui était d'1 an et demi, qui était dans les bras de sa mère, avait un visage un petit peu tortueux, vous savez, tendu, un peu comme déformé, si vous voulez, par les tensions que l'on peut remarquer dans le cas de la paralysie. Et puis, en 11 minutes, 11 minutes plus tard, avec le son, l'enfant a retrouvé ses traits qu'il aurait dû toujours avoir. Alors on était, il y avait à ce moment-là, il y avait la maman, et juste à côté de moi, il y avait le doyen de la fac de médecine, un médecin formidable d'ailleurs, et j'étais le premier étonné, vous pouvez vous en douter, parce que j'avais jamais vécu cette expérience-là. Et puis, lui, regardait l'enfant, il me regardait à moi, il regardait l'enfant, il regardait à moi. Il était tout aussi étonné que moi. Et donc, je lui disais, c'est peut-être plus facile avec un enfant dont les tissus sont beaucoup plus flexibles, disons. On peut voir une transformation. Mais bon, faut essayer beaucoup plus longtemps parce que je n'étais absolument sûr de rien. C'est comme quand on commence une étude, on fait une première expérimentation, puis voyons si ça marche. Et puis, ça s'est mis à marcher tout de suite dans ce cas-là. Mais bon, avec une certaine habitude, je dirais, scientifique à gérer des problèmes électroniques ou d'informatique dans le domaine du son, on dit jamais, voilà, j'ai trouvé le truc sublime et puis je vais l'appliquer tout le temps. Non, surtout pas. On s'aperçoit que quand on pense comme ça, on se trompe énormément. C'est beaucoup plus sensible. Donc j'ai eu toujours le même abord, puis voyons ce que ce sera avec les autres cas. Et on a traité plus de 70 cas comme ça, avec succès, sur 7-8 mois. Bon, alors là, il y a eu certains épisodes d'intérêt économique qui se sont levés parce que cette université fait partie d'une grande congrégation, je dirais, qui regroupe en tout 116 universités dans le nord-américain et sud-américain. Et donc, j'avais envie de rester libre. Je voyais que pour pouvoir avancer, il faut toujours être libre. J'avais déjà connu ça dans le monde dans le monde de l'ingénierie sonore, et il vaut mieux chercher par sa propre façon de chercher, par ses propres intuitions, plutôt que de rentrer dans un cadre où on va dicter une norme et puis qui pourrait devenir académique. On avait même monté tout un programme de postgrade universitaire, un post-doctorat de faculté de médecine, disons. Et puis non, j'ai refusé de rentrer dans ce cadre qui était très contraignant, qui devenait académique, automatique, et puis je voyais qu'on allait passer beaucoup plus de temps dans ce secteur-là que dans la recherche qui était naissante en fait, enfin au niveau des applications en tout. Alors ça a été et puis suite à ça, cet épisode universitaire, le plus grand hôpital privé américain, j'ai rencontré cet hôpital, le directeur médical de cet hôpital, et on avait fait des vidéos sur ces transformations des enfants au niveau de la paralysie cérébrale.
Et donc, je lui avais montré une vidéo pour montrer, parce que c'était plus facile à montrer quelque chose de concret que d'expliquer une science qui était en devenir encore, hein, qui était à peine naissante, disons, malgré les très nombreuses années de recherche qui précédaient au niveau des fréquences. Donc, j'avais mis cette vidéo en route sur le bureau de ce monsieur, et il me l'a fait arrêter au bout de 2-3 minutes. Elle était même pas à la moitié, et il m'a dit bon, c'est bon, quand c'est qu'on commence? Je regarde, je lui dis tout de suite. D'accord. Il prend son téléphone, il appelle c'était un gynécologue à ce moment-là, qui s'occupait de naissances, qui avait souvent des césariennes, disons. Et donc j'avais le rendez-vous le lendemain matin à 7h pour traiter le premier cas. Donc j'étais jamais rentré dans une salle de chirurgie, donc on s'habille en chirurgien, etc. Et on met le son de la personne, et j'avais pu mettre aussi le son de l'enfant parce qu'ils savaient comment ils allaient l'appeler. Et donc on a fait tourner le son. Et donc c'était l'observation des chirurgiens, le pédiatre qui reçoit l'enfant aussi, qui a pu observer tout ça, l'anesthésiste, et puis les auxiliaires, enfin tout, le bloc opératoire, quoi. Et bon, et puis ça se passait. Bon, je trouve que ça se passait. Je sais pas, je voyais rien de spécial, et puis je pouvais pas parler avec eux non plus. J'étais un petit peu en arrière, juste derrière eux, à côté, quoi, avec le son qui tournait des deux sur mon ordinateur portable. Et donc, au bout à partir de la naissance de l'enfant, qui est récupéré par le pédiatre, eh bien, il coupe le cordon, etc. Et puis bon, on sort de la pièce, de la salle d'opération. Et donc, il fallait que je fasse le suivi, bien entendu, de cette dame et de cet enfant. Et donc, je parlais plutôt avec le pédiatre à ce moment-là, et donc on va en chambre, disons, et c'était peut-être un petit moment après, quoi, hein, c'était peut-être une demi-heure après, peut-être une heure, je me rappelle pas. Donc j'ai voulu demander à la dame comment ça s'était passé pour elle. Donc elle avait une péridurale, vous savez, une piqûre dans le dos, quoi, pour éviter la souffrance, les douleurs, et je la voyais assez rayonnante, très posée, très tranquille. Et il y avait le pédiatre à côté de moi, et il me dit mais elle est vraiment bien. Alors il observait attentivement, puis il observait l'enfant attentivement aussi. Le bébé, il dormait tranquille. Et puis après, la lactation est arrivée très vite. Il me dit mais c'est incroyable, c'est pas normal. Nous on attendait, on était là, quoi, on tournait autour. Puis après, on allait dans le couloir pour parler plus tranquillement, pour pas les déranger, pour les laisser se reposer. Et puis au bout d'une heure et demie à peu près, la dame demande, elle sonne et elle demande à l'infirmière de service, est-ce qu'elle pourrait prendre une douche? Ah mais non, vous pouvez pas, vous avez une césarienne. Ah oui, mais j'aimerais me laver, etc. Vraiment. Et puis, étant donné qu'on était à côté, le pédiatre dit bon pourquoi pas, en faisant très attention, très doucement, etc. Donc l'infirmière et le pédiatre aident la dame à aller à la douche. Elle prend sa douche. C'était à peu près 2 heures après la naissance, voyez. Et pendant qu'elle prenait sa douche, on voyait que la lactation avait commencé, ce qui était pour eux quelque chose de très rapide. Elle avait une très bonne lactation qui avait démarré. Et donc l'enfant, il se régalait là, c'était un plaisir de voir ce premier repas de la vie de cet enfant. Et la dame était très contente, elle était très relaxe, quoi. Elle était et donc on lui demandait est-ce que vous souffrez là? Oui, je sens, mais ça va, non, je suis bien. Enfin, ah oui, mais j'avais eu une chirurgie il y a tant d'années, voilà, j'avais eu beaucoup plus mal. Enfin, c'était autre chose, ça n'avait rien à voir avec le ventre. Enfin, elle était très bien, cette dame. Donc c'était intéressant. Et donc je rencontre très vite après, dans la matinée, le gynéco et l'anesthésiste. Et je demande d'abord à l'anesthésiste, bon, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que, écoutez, j'ai suivi le protocole habituel et j'ai rien remarqué de
de mauvais. J'ai trouvé même qu'il y avait moins de réactions par rapport aux incisions au moment de la taille, disons, hein, de l'ouverture du bas-ventre. Et le chirurgien dit oui, c'est vraiment ça. Je le remarquais que c'était beaucoup plus calme, c'était beaucoup plus tranquille. Il y avait un suivi bien sûr anesthésique aussi. Il n'y avait pas de variation non plus. Il n'y avait pas de variation. C'était très calme, quoi, disons. Donc il y avait une expérience qui était vraiment sympa. On pouvait pas dire plus que ça. C'était calme, disons. C'était toute la procédure s'est passée de manière très calme, quoi, très sans surprise, voilà. Et donc après on a eu une petite interview, on discutait un petit peu plus en profondeur. Il trouvait que c'était génial de pouvoir opérer comme ça, mais ce serait bien que tous mes collègues le fassent, hein, dans les chirurgies, etc. On va en parler, on va se réunir. Donc on s'est réunis avec les comités d'éthique, avec les chirurgiens les plus importants, avec tout le monde. J'ai expliqué ce que c'était comme je pouvais. C'était pas évident parce que je ne possédais pas à ce moment-là le nommé chirurgical, si vous voulez. C'était pas simple, hein, pour quelqu'un qui est ingénieur du son de rentrer dans le domaine de la médecine et de la chirurgie plus spécifiquement. Enfin, il y avait des gens étonnés, il y avait des gens pas étonnés, et puis finalement cet hôpital voulait qu'on puisse l'appliquer dans toutes les chirurgies de l'hôpital. Donc il a fallu monter tout notre système informatique automatisé, qui nous a pris 2 mois à peu près, dans tout l'hôpital. C'est-à-dire que dès qu'il y avait admission des chirurgies, lorsque les gens arrivent après avoir pris un rendez-vous ou bien aux urgences, il fallait pouvoir appliquer cette technique directement à l'admission. Il n'y avait pas d'autre intervention à avoir pour le flux. Il ne fallait absolument pas changer le flux des opératifs en général, hein. Ils ont horreur de ça, et c'est normal. Donc on a commencé à travailler régulièrement comme ça, c'était au jour le jour. Et là, quand ça s'est massifié, disons, il y avait dans cet hôpital, il y avait 2 grandes unités de chaque côté d'une grande avenue. Et donc c'est devenu un peu une routine, avec au départ les chirurgiens qui étaient pour, c'était 90%. Et puis il y avait, mais qu'est-ce que c'est ces conneries, mais vous allez arrêter, vous êtes devenus fous, etc. Bon, très bien, on peut comprendre aussi, parce qu'il n'y avait pas d'explication académique à ça, c'était nouveau, c'était voilà. Mais ce sont des gens qui sont ouverts, hein, par nature. Ce sont des pays, l'Amérique du Sud, où pour dire ce qui se passe, que le chamanisme est quelque chose d'extrêmement courant, habituel. Il y a personne qui dit le chamanisme, il se moque des chamans, c'est pas vrai. Donc c'est très accepté, ça fait partie des coutumes, ça fait partie des familles, etc. Et puis des plantes médicinales, etc. C'est appliqué partout, quoi. Voyez. Et donc là, c'était en Équateur. Et donc c'est la forêt amazonienne, ce sont les plantes, etc. Bon, il y a toute cette tradition, puis chamanique aussi, hein, donc en début, on croit qu'on en fait une peinture, quelquefois dans le monde occidental, on en fait une peinture un peu négative, hein. Mais en fait, non, ce sont des gens très sérieux. Enfin, il y a toujours du plus et du moins, mais j'ai rencontré des gens sérieux, et on voyait dans l'hôpital des personnes qui rendaient visite aux patients dans leur chambre. C'était des amis, mais qui étaient des chamans. Mais bon, ils étaient très bien acceptés, vous voyez, parce que tout le monde voyait que c'était pas négatif, quoi. Puis s'il y avait quelque chose de positif pour les gens, tant mieux. Voilà, c'était vu comme ça. Voilà, sans rentrer non plus, sans inclure dans le domaine occidental de la médecine. Voilà. Et donc ça a été la première expérience. On a traité dans cet endroit-là. On a traité 10 000 patients chirurgicaux de 2006 à 2010.
2006 à 2010, oui, voilà. Et donc voilà, c'était une très grande expérience, donc toujours des enquêtes de satisfaction auprès des médecins, des anesthésistes, et puis du public surtout. Hein. Donc à la sortie, ils passaient toujours par notre bureau, si on peut dire, dès que le OK était donné pour quitter l'hôpital. Quelles que soient les chirurgies, que ce soit des ambulatoires, hein, donc des petites chirurgies, ou bien des chirurgies beaucoup plus lourdes, etc. Donc ça a été l'expérience qui a démontré avec un taux d'acceptation ou d'indice de satisfaction, on n'était jamais à moins de 98% d'indice de satisfaction dit par les gens. Voyez, alors ils avaient moins mal, ils étaient plus en forme, ils n'avaient pas eu peur de la chirurgie, alors que juste avant d'entrer dans la pré-salle d'opération, ils avaient peur. Mais dès qu'on appliquait le son individuellement, ils n'avaient plus peur, ils étaient confiants. Donc la fameuse peur de mourir préopératoire avait été résolue, hein, on peut dire. Et puis pendant l'opération, sur le transopératoire, on voyait que les choses se passaient beaucoup mieux, les anesthésistes étaient beaucoup moins inquiets. Et puis après, bon, on voyait bien que les gens partaient un petit peu plus vite aussi. Et la durée du post-opératoire était plus courte. Je me souviens, la moyenne était autour de 1% près du 3%, autour de 1/10 de %, autour de 3 jours, pardon, pas %. Eh bien, on se rend compte qu'il partait à 2,5, voyez. Donc il y avait un gain de place et tout ça, donc ils étaient contents pour cet aspect-là aussi, parce que souvent le nombre de chirurgies est limité par le nombre de disponibilité de chambres, hein, de lits. Et donc voilà, ça faisait les affaires de tout le monde, et puis surtout des patients qui étaient mieux, qui étaient plus en forme. Il y avait beaucoup moins de retours aussi de post-opératoire après que les gens étaient, ou post-hospitalière plutôt, après que les gens soient rentrés chez eux, moins de problèmes. Donc on voyait avec les visites post-chirurgicales chez les médecins traitants que les gens allaient mieux, que les chirurgies, que les cicatrices disparaissaient plus vite. Enfin, il y avait un tas de petites choses comme ça qui changeaient toute la donne. Quand on accumule la totalité, c'est ce qui a fait qu'on est resté là pendant très longtemps, quoi. Et puis après, ça a été un autre hôpital voisin, hein, qui m'avait offert une opportunité, qui était celle de pouvoir faire une enquête épidémiologique. Donc nous avons traité à peu près 4000 patients dans cet hôpital-là, et pendant cette durée-là, nous avons fait une grande enquête épidémiologique dans les règles de l'art. Eux-mêmes étaient un hôpital universitaire, l'hôpital San Francisco, et donc c'était très intéressant, c'était vraiment dans les règles de l'art. Alors moi-même, je n'avais pas accès à la routine, je dirais, de l'enquête, puisque j'étais extérieur à tout ça, et je n'ai appliqué que le protocole, quoi. Hein. Et donc, et c'est eux qui ont fait les enquêtes, ont été au courant de rien. Ça a été vraiment fait dans la règle de l'art, vous voyez, avec des contrôles, enfin tout ce qu'il fallait. On a eu la chance d'avoir un grand médecin statisticien aussi, qui était très réputé mondialement, et qui a fait la statistique globale, et qui a trouvé des choses dont on ne se serait même pas douté, voyez, quant à l'efficacité de ce travail-là. Et donc ça a été la présentation à un comité de lecture dans une grande revue internationale spécialisée dans l'anesthésiologie, hein. Comme vous savez, c'est un domaine le plus pointu, parce que après les études de médecine, on fait encore je sais plus combien d'années pour l'anesthésiologie. Enfin, c'est quelque chose et puis quand on est en salle d'opération, on se rend compte de l'importance de l'anesthésiste dans le lieu. Hein. Je peux vous dire que c'est lui qui est le plus inquiet, le plus stressé. Opération après opération. Quand le chirurgien a fini sur la table d'opération, c'est celui qui a le plus comment dirais-je, de remerciements, etc. pour sa réussite. Mais la réussite est
vraiment aussi dû à la qualité d'intervention constante de l'anesthésiste. Voilà, ça a été la première étape. Donc, on a été, ils ont mis 2 ans de comité de lecture. Il a fallu expliquer que le nommé c'était vital et que tout était fait à partir du nommé, des noms et des prénoms des gens, et qu'on arrivait à partir de ça à faire chuter les triggers émotionnels, ce qui déclenche l'émotionnel. Donc, avant que se déclenche l'émotionnel, cette partie où l'on traite fréquentiellement les données qui sont transmises et qui sont perçues par les 5 sens. Vous voyez, le toucher, le goût, l'odorat, la vue et le son. Donc déjà c'était pas facile pour eux d'entendre ça, mais enfin, en leur expliquant, ils ont accepté l'hypothèse. Et puis j'ai les amis russes aussi qui avaient mis au point, enfin pas mis au point, mais disons qu'ils avaient développé toute une connaissance par rapport au nommé sur un ensemble, si je me souviens bien, de 150 hôpitaux dans l'ex-Union soviétique, parce qu'il s'agissait de l'ex-Union soviétique, et ils s'étaient rendus compte que l'ADN humain était ou possédait la même structure que toutes les syntaxes des langues du monde entier. Donc il y avait un lien direct entre les langues, donc le nommé des choses, et l'ADN. Donc ça a apporté un sérieux renfort dans ce que je faisais. Et puis bon, on a pu le vérifier avec eux aussi, et on s'est rendu compte que c'était ça, et que nos savoir-faire naissants dans les années 1990, eh bien étaient coïncidents. Voilà, donc j'ai en quelque sorte, dans le monde chirurgical, j'ai validé ce que eux disaient et ce que j'avais trouvé par mes propres moyens. Donc voilà, c'est certainement pas par hasard, c'est souvent comme ça que ça se passe, il paraît, dans le domaine de la recherche fondamentale. Et donc voilà, ça a été la première grande étape, bourrée de renseignements, parce que en plus, j'avais accès à au laboratoire, au grand laboratoire de référence d'ailleurs. On a pu faire des expériences extraordinaires, quoi. Quand vous avez accès à tout et que ça vous coûte rien, parce que c'est dans le cadre des chirurgies, dans le cadre hospitalier, on profite de cette connaissance-là, et puis on peut voir avec le son qu'est-ce que ça provoque, vous voyez, sur les bactéries, sur les virus, sur un petit peu tout, les cicatrisations, les organes, etc. Donc c'était extrêmement c'était des conditions rêvées qu'on n'ose même pas imaginer dans le cadre d'une recherche, même pour des grands instituts d'État, etc. Parce que se retrouver au milieu d'hôpitaux avec d'excellents laboratoires de gens extrêmement bien formés, entre parenthèses en France aussi, et j'en étais très fier. Eh bien, c'était vraiment une grande chance. Ce cumul de chances qui ont été données, vous pouvez même pas l'imaginer au départ. Imaginez que je suis un ingénieur du son qui fait une conférence parce que des gens sont intéressés aux bienfaits du son, donc qu'on connaît, depuis Rife, etc. Et voilà, donc il avait perçu comme ça. Mais j'étais allé beaucoup plus loin que le domaine du son, de la fréquence, déjà, à ce moment-là, au début. Puisque c'était lié au nommé de la personne. C'était le son qui sortait du nommé. C'est pas une connaissance extérieure qui était attribuée à une personne, comme à tout le monde, de la même manière. Non. C'était particulier, spécifique, pour une personne donnée. C'est là la grande originalité de ce postulat, et qui a fonctionné, quoi, qui est maintenant, qui a été démontré par A plus B, quoi.